Heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de chat vidéo de l'année 2016. Je sais que plein de questions sont arrivées déjà depuis quelques minutes. Nous avons aussi des anciennes questions du dernier chat que nous n'avons pas pu prendre en compte. Alors ne perdons pas plus de temps. Tout de suite, la première question. Oui, bonsoir. Donc la première question nous vient de Franck. Avez-vous le projet de faire un skatepark à Bourges, Bon, il était question, effectivement, il y a à peu près 2 ans de ça, quand on était au redémarrage du projet Maison de la Culture et que nous avons dû déplacer le skatepark qui était en place passé recours. Il y avait une vraie demande qui avait été d'ailleurs formulée il y a déjà quelques années, qui a ressurgi à la surface, si je peux m'exprimer ainsi, pour la réalisation d'un skatepark. Alors, pour rappeler, pour les amis internautes qui ne connaissent pas dans le détail ce sujet-là, nous avons déplacé le skatepark en changeant les modules qui étaient hors normes, qui étaient hors sécurité, au sein du stade Alfred de Pège. D'ailleurs, ce skatepark, j'y suis passé il y a quelques jours, donne satisfaction. Beaucoup de jeunes, on va dire essentiellement des jeunes, l'utilisent, en présence souvent de parents. Donc c'est un lieu d'ailleurs qui est agréable, et plus en vue, on va dire, que celui qui existait avant. Et revient effectivement cette question d'un nouveau skatepark. Nathalie Bonnefoy, en charge de la jeunesse et des sports, m'a évoqué ce sujet il y a une quinzaine de jours. Donc nous y réfléchissons, elle a pris ce dossier en main, elle devrait aussi prendre contact avec l'ensemble des personnes intéressées, des associations en particulier, pour essayer de définir quelle serait la forme d'un nouveau skatepark, puisque je sais je ne suis pas un spécialiste, mais que les avis divergent sur le type de module. Est-ce qu'il faut qu'ils soient en béton? Est-ce qu'il faut qu'ils soient en acier? Bon, il y a des avantages et des inconvénients sur ces deux sujets. Donc, définissons ensemble le cahier des charges. Je pense qu'il faut bien dimensionner aussi ce que l'on veut en faire. Et puis après, se posera la question de son implantation dans la ville, sur un lieu effectivement assez central. Il me semble important que l'accès soit facilité, notamment pour les jeunes qui n'ont pas de moyens de locomotion autres que les transports en commun. Donc voilà, le sujet, le dossier est ressorti et nous sommes en train d'y réfléchir. Oui, la question suivante nous vient de Pierre, question issue de la session précédente. Concernant les étudiants, des rencontres entre vous et ces derniers sont-elles prévues? Par exemple, en vous rendant à l'IUT ou encore à l'INSA? Bon, écoutez, d'abord on est sur une délégation plutôt agglomération, c'est peut-être du détail, mais enfin je veux le préciser, mais bon, comme je préside l'agglomération aussi, ça rentre dans ses compétences, mais je veux le préciser, que cette compétence enseignement supérieur est portée par l'agglomération. Alors, je sais que mon vice-président qui est en charge donc cette compétence sur l'agglomération rencontre souvent et les corps enseignants et l'administration et puis parfois les enseignants. Il s'agit donc de Patrick Barnier, maire de Plainpied-Givaudin. Pas d'une façon réellement formelle. Il m'est arrivé dans le passé de faire ce que j'appelle les déjeuners citoyens avec des étudiants, pour avoir leur perception effectivement de la ville et puis de l'agglomération, essayer d'identifier les points d'amélioration. Par exemple, un point qu'on a regardé, c'est sur la desserte des bus, notamment le dimanche soir, entre la gare et puis les résidences universitaires ou les logements. Mais effectivement, ceci n'a pas été fait d'une façon très cadencée. Donc je vais vous me donner finalement une idée. Je pense qu'il serait important que je sois peut-être plus présent et à l'écoute à titre personnel avec les étudiants, comme vous le dites, que ce soit de l'INSA, que ce soit de l'IUT ou des autres enseignements supérieurs qui font la vie de notre agglomération, parce que je rappelle, il y a quasiment 4800 étudiants sur Bourges et agglomération. C'est important pour une ville de notre strate, surtout une ville située entre des villes déjà à fort potentiel universitaire. Je pense notamment à Orléans, Tours et Clermont-Ferrand. La prochaine question est posée par Didier. Face à la crèche Arc-en-Ciel, rue Marcel et René Cherrier, il y a une petite ouverture entre les rondins de bois séparant la chaussée du chemin de randonnée. Devant cet espace, serait-il possible d'ajouter un panneau interdiction de stationner pour faciliter l'entrée des personnes en fauteuil roulant sur ce chemin, en poussette ou en vélo d'ailleurs, rendu difficile par les voitures?
Bon, écoutez, sur le principe, je dirais oui. Bon, je ne connais pas forcément, enfin, je vois très bien où est la crèche et puis la rue Cherrier, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est de prendre rendez-vous avec Philippe Mousny, qui est maire adjoint en charge des travaux de l'accessibilité. Dès que vous le pouvez, il se rendra sur place et on trouvera effectivement une solution. Alors, c'est peut-être pas un panneau, hein, c'est peut-être des obstacles physiques, de manière à ce qu'on puisse répondre à cette difficulté, la cohabitation du stationnement et tout en facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite, hein, dont les parents ou grands-parents avec les enfants en poussette. Alors, une question de Zou. Pourquoi les immeubles collectifs bénéficient-ils de 3 ramassages de déchets par semaine et les particuliers d'un seul? Pourquoi cette particularité n'est pas indiquée sur le nouveau règlement? Paie-t-il la même redevance que nous? Oui, la redevance, elle est, on va dire, la même pour tout le monde. En fait, la différence par rapport au logement collectif, c'est que vous comprenez bien qu'il y a des volumes qui sont plus importants. Hein. Plus il y a d'appartements, plus il y a de logements, plus il y a de déchets. Et sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait faire des conteneurs très importants, à volume important, pour pouvoir assurer qu'un ramassage par semaine. C'est la raison pour laquelle on a adapté les ramassages en fonction du type de logement. Mais rassurez-vous, le montant de la taxe, le taux est le même pour tout le monde. Il est le même d'ailleurs pour l'ensemble des communes de l'agglomération. Arthur B pose la prochaine question. De temps en temps, je viens de Montluçon pour voir les matchs de basket. Je trouve la ville de Bourges très jolie et bien entretenue. Félicitations à la mairie et aux agents municipaux. Le seul point noir, c'est l'état de la rue Barbès. C'est vraiment indigne d'une ville qui accueille tous les ans le printemps de Bourges et qui possède une équipe de basket à la renommée internationale. Tout d'abord, merci pour vos compliments. J'aimerais que beaucoup d'internautes ou de berruyers écoutent ces compliments parce que venant de quelqu'un qui est de l'extérieur, l'image justement est neutre. Donc ça veut dire que quand parfois on est trop souvent, en mon sens, critiqué et d'une façon souvent injuste, merci en tout cas pour cette remarque. Mais quand on a effectivement des compliments comme vous le faites, il y a toujours un mais, donc c'est justement ce que vous avez fait à l'instant. Sachez que je vous partage votre avis. Si nous avons refait l'avenue de Saint-Amand il y a quelques mois ou il y a quelques années, en termes d'enrobé, excusez-moi, la poursuite sur la rue Barbès est à faire. Bon, c'est une rue qui est assez longue, qui est fréquentée, vous avez raison, qui amène sur le centre-ville. Et puis nous envisageons effectivement d'ici, je pense d'ici la fin du mandat, et ça dépend des événements qui pourraient avoir lieu sur cette rue, devoir refaire complètement l'enrobé de cette rue. Alors, Valentin voudrait savoir, Bourges est-elle menacée par le désert médical ? Oui, bien sûr. Bourges, comme le département du Cher et comme d'autres départements de notre acabit, si je peux dire comme ça, hein, on pense souvent à désertification médicale dans le secteur rural, mais ce n'est pas que le cas, malheureusement. C'est aussi le cas dans l'urbain et en particulier à Bourges. Le problème qui est assez national, hein, je dirais quelque part, sauf sur certains départements ou régions privilégiées, c'est que les médecins ne viennent pas s'installer sur ces secteurs-là. Ils préfèrent aller sur peut-être des lieux plus attractifs, tout au moins qui considèrent plus attractifs. Je pense notamment à la Côte d'Azur. Hein. Si vous regardez l'implantation des médecins généralistes sur une carte de France, vous pouvez trouver ça sans doute sur Internet, vous allez voir qu'il y a une inégalité de répartition sur l'ensemble du territoire. Alors c'est un constat, parce que les médecins implantés, effectivement, arrivent pour certains d'entre eux à la retraite, donc arrêtent leur activité, et il n'y a pas de relève qui sont mises en place. Alors c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le département, hein, qui a géré cette compétence sociale d'une façon active pour donner des outils qui permettent effectivement à des jeunes médecins en particulier de s'implanter sur nos territoires et aussi d'y rester. Hein. Je pense notamment sur Bourges, le cabinet médical au Val-de-Rond que nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps, qui va permettre à des internes de pouvoir, qui sont au centre hospitalier par exemple, de pouvoir pratiquer sur ce cabinet médical et même le dimanche. Et il faut leur donner envie effectivement après de rester. Hein. Donc ça c'est le pouvoir que
que nous avons, on va dire c'est le seul pouvoir que nous avons en tant qu'élus locaux. Maintenant, je crois qu'il faut aussi s'interroger d'un point de vue national sur peut-être une obligation pour de jeunes médecins de s'implanter sur les territoires, au moins sur une période donnée, de manière à pouvoir d'abord leur faire connaître ces territoires et peut-être leur donner envie de rester, mais aussi de pouvoir irriguer l'ensemble du territoire national d'une façon équilibrée. Ça, c'est évidemment pas du pouvoir des élus locaux, c'est le pouvoir des élus nationaux, hein, et je compte là-dessus sur les députés. Hein, c'est des sujets que j'évoque avec eux à chaque fois que j'ai l'occasion de les rencontrer. Je pense qu'il faudra à un moment donné, au-delà d'augmenter la quantité de médecins, de jeunes médecins qui sortent de l'université, mais aussi peut-être les obliger sur des contrats, par exemple pour 5 ans, de rester sur des territoires ou les imposer entre guillemets sur des territoires. Alors c'est vrai que c'est pas simple, hein, parce que la médecine en termes de médecine libérale, ne doit pas être contraint par définition, mais en tout cas, il faudrait qu'on arrive à trouver un système qui soit finalement toujours à l'esprit d'un intérêt général, parce qu'un territoire qui n'a pas de médecin est un territoire qui se meurt, hein, bien évidemment. Et puis, il faut vraiment qu'on prenne ce sujet, qui est vieux, hein, depuis très longtemps, et que nous vivons. Vous savez, je vais même vous donner cet exemple, au centre hospitalier aujourd'hui de Bourges, hein, le centre hospitalier Jacques Coeur, nous avons des difficultés pour garder des médecins, hein, notamment au service des urgences, souvent décriés, à mon sens à tort. Nous avons beaucoup de médecins intérimaires. Ce sont des médecins qui viennent, ce sont pour des périodes, pour une prestation, mais du jour au lendemain, ils peuvent partir. Donc à la fois, on a du mal à assurer la continuité, et d'autre part, ça coûte excessivement cher au centre hospitalier. La question de Marie maintenant. Quand aurons-nous une ampoule neuve dans le lampadaire devant le bâtiment E de la rue Hippolyte-Boyer, devant le bâtiment incendié la semaine dernière? Écoutez, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre, bien évidemment. Je ne vais pas aller ce soir changer l'ampoule. Alors vous avez deux possibilités, hein. Soit vous contactez le service Castor. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous allez sur Internet, vous allez avoir tous les renseignements. Vous avez un numéro vert, donc vous pouvez les appeler, ça ne vous coûte rien. Et si nous sommes sur le domaine public, et bien sûr si nous sommes sur le domaine public, nous interviendrons sous 24-48 heures, en tout cas dans la semaine. Soit vous prenez contact directement avec Philippe Mousny, maire adjoint aux travaux, qui fera le nécessaire auprès des services. Et j'insiste simplement une chose, c'est sur ce point très précis que j'ai indiqué tout à l'heure, dans la mesure où nous sommes sur le domaine public. Si nous sommes sur le domaine privé, des bailleurs sociaux par exemple, effectivement, il faut que vous retourniez auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils fassent faire l'intervention. Morgane, la ville de Bourges utilise-t-elle les énergies renouvelables pour ses bâtiments? Alors, autant que faire se peut, on essaie sur les nouveaux bâtiments d'intégrer des énergies renouvelables, mais plutôt faire en sorte de diminuer un maximum les consommations d'énergie, hein, parce que je crois que c'est la base, hein, c'est-à-dire construisons des bâtiments qui sont très peu énergivores. Après, nous nous poserons la question comment apporter l'énergie à nos bâtiments. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons réalisé des travaux de réhabilitation sur un certain nombre de groupes scolaires, hein, donc au nombre de 7 je crois, dans lesquels nous avons réalisé des travaux d'amélioration énergétique, hein, que ce soit sur des isolations, sur les changements de huisserie, sur des systèmes qui permettent d'utiliser la lumière juste quand il le faut. Et puis, adjoint à ça, nous profitons, s'il est nécessaire, quand nous avons par exemple des vieilles chaudières à gaz, de passer, je pense à l'école de Lasnay en particulier, la mise en place de pompes à chaleur, hein, qui sont aussi, je dirais, des énergies, l'utilisation d'énergie renouvelable dans la mesure où, quand on utilise l'électricité, bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas de difficulté sur ce sujet. J'ai rencontré d'ailleurs sur un projet Maison de la Culture, hein, dont vous avez sans doute entendu parler, l'architecte il y a quelques jours, et je lui ai demandé dans la conception de pouvoir intégrer la possibilité, par exemple, de mettre des panneaux solaires ou ce genre on va dire, de technologie qui permettent de bénéficier d'énergie solaire, hein, qui elle est renouvelable. Donc le sujet va être regardé. Bon, après, la contrainte, c'est que dès qu'on est dans les bâtiments qui se trouvent notamment dans les secteurs sauvegardés, en passant entre de Bourges,
nous avons des restrictions de l'architecte des bâtiments de France, et c'est peut-être là qu'on aura des points durs. Mais maintenant, c'est des vraies questions que nous nous posons sur les bâtiments publics. À chaque nouveau bâtiment, il faut vraiment à chaque fois s'interroger en disant quelle énergie peut-on utiliser de manière à ce que ce soit effectivement des énergies renouvelables, et puis surtout que nous diminuions les gaz à effet de serre qui sont produits entre autres par le chauffage des bâtiments. Alors la question suivante nous vient de Carole. Pensez-vous qu'il serait possible d'éclairer par des ampoules LED ou des bornes solaires le chemin entre le Palais d'Oron et le lac d'Oron pour plus de sécurité? Alors, je ne vais pas parler du secteur en particulier, mais d'une façon générale, nous lançons une politique justement depuis des années de remplacement des candélabres chaque année. Là, nous avons lancé une étude justement complète sur l'ensemble du territoire de la ville pour chiffrer avec des participations éventuellement privées, des remplacements de tous les candélabres, ou tout au moins pour ceux qui ne peuvent pas réceptionner les ampoules LED, ce qui n'est pas forcément si évident que ça pour les anciens candélabres, mais une opération complète de manière à ce que progressivement nous utilisions des ampoules LED dans la ville. Bien sûr, sur les nouveaux quartiers que nous créons ou dans le cadre du plan de renouvellement urbain, c'est maintenant une obligation. Maintenant, sur le cas précis que vous citez, une fois encore, je vous engage à rencontrer le maire adjoint aux travaux, Philippe Mousny, et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire à court ou moyen terme. La question suivante nous vient de Michel, qui voudrait vous féliciter pour les décorations de Noël. Est-ce que vous avez eu connaissance de la programmation du Printemps de Bourges? Placebo, c'est pas mal, non? Alors merci encore pour ces compliments. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'année que sur 5 ou 6 internautes, on a 2 compliments, donc c'est plutôt bien. Merci pour ces félicitations. C'est vrai que ces illuminations en particulier, ce qui se trouve sur la place du 8 mai et place Malraux, les boules, c'est assez joli, c'est quelque chose en plus original, donc on a voulu aussi innover dans ce domaine-là. Maintenant, la programmation du Printemps de Bourges, vous savez, moi je subis, bien sûr, je ne fais pas du tout d'ingérence sur la direction du Printemps de Bourges. Placebo, sympa, Vianney, Renault, Boulevard Désert, Rock and Beat, avec tous ces groupes, voilà, ça me donne aujourd'hui envie. Je pense qu'on est sur un bon printemps. J'ai rencontré le directeur du Printemps de Bourges il y a une quinzaine de jours. Il était très satisfait parce que la billetterie marche très fort. Mieux que l'an dernier, et l'an dernier c'était une année exceptionnelle, donc il est assez satisfait. Et puis dans Boris Vedel, le nouveau directeur, vous allez voir, il va y avoir des changements au-delà même des concerts, du contenu du printemps, mais sur la forme, il va y avoir pas mal de changements qui vont être assez sympathiques, et je trouve que le changement de directeur, c'est pas, je dirais que j'ai rien contre Daniel Colling, il a fait beaucoup, avec 40 éditions bien évidemment, mais permet d'avoir quelqu'un qui arrive avec un œil neuf et qui peut apporter une touche particulière. Et voilà, soyez encore patients, encore quelques mois, quelques semaines, et je crois que nous allons vivre un très beau printemps en espérant qu'il fasse meilleur que l'an dernier, enfin tout au moins cette année. Maryse nous fait part d'une rumeur. Est-ce que c'est vrai que la FNAC et H&M vont quitter Bourges ? Bon, alors, vous l'avez mis en introduction, c'est une rumeur. Alors, vous savez, le départ de la FNAC, ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est la rumeur qui revient de temps en temps. H&M aussi, on l'a entendu il y a quelques mois. Écoutez, moi, aujourd'hui, je n'ai aucune information sur ces sujets-là. Je pense que si c'était le cas, même s'il y a pu y avoir des réflexions, peut-être chez les dirigeants de ces 2 magasins, les dirigeants ont le droit de s'interroger, de se poser la question. En tout cas, je pense que s'il y avait une tendance au départ de ces 2 enseignes sur la ville de Bourges, je pense qu'on nous en aurait parlé. Une nouvelle question qui nous vient de la session précédente, posée par Pierre, qui souhaite savoir si vous avez des projets pour le quartier des Bigarelles. Oui, on a des projets, notamment, je pense, tout le travail qui a été fait par le conseil de quartier dans ce secteur-là.
dont le vice-président est Hervé Lantoine. Donc il y a un projet qui a démarré d'ailleurs en fait, c'est dans le secteur à côté du stade. Donc nous avons réhabilité la maison des gardiens, qui va pouvoir servir de lieu de réunion notamment pour les membres du conseil de quartier quand ils ont à se réunir. Et puis nous allons partager ce secteur. Il y a un terrain stabilisé, donc on va isoler le terrain en herbe par un grillage. On va l'isoler de manière à ce qu'on puisse sur cet espace-là monter un projet, alors qui va se faire sur plusieurs années. Donc le conseil de quartier a réfléchi là-dessus. Ça sera un lieu effectivement de rencontre où on pourrait trouver, je ne sais pas, des terrains de pétanque, des murs d'escalade. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses. Tout ça reste à finaliser. Et puis cet aménagement permettrait aussi l'accès plus facile quand on est sur l'arrière des Bigarelles et qu'on peut se rendre à proximité, par exemple, de la rue des Dumones, de pouvoir traverser directement par cet espace-là plutôt que faire le tour, un tour assez complet. Donc voilà, c'est un projet qui a été réfléchi par le conseil de quartier. Si vous voulez un peu plus d'informations, je vous engage à prendre rendez-vous aussi avec Hervé Lantoine, vice-président du conseil de quartier, qui pourra vous détailler un peu plus du projet complet. Mais il me semble important effectivement que ce secteur manquait d'ailleurs d'un lieu de rencontre et d'échange par rapport à d'autres quartiers. Et donc voilà, ceci est en cours de réalisation et je peux que m'en féliciter. Alors une nouvelle question de Zou. Est-il vrai que les salariés de l'Office du tourisme seront chômeurs à partir du 1er janvier 2017 ? La réponse est oui. Comme tout dépôt de bilan et liquidation, donc au 31 décembre, l'Office de tourisme de Bourges cessera son activité. Donc la conséquence, c'est que tous les salariés seront effectivement licenciés. Bon, j'espère pour eux, et là je pense que ça sera un sujet qui sera évoqué au conseil municipal de demain soir. J'imagine qu'il y aura quelques questions. Je pense que pour eux, par le fait que la promotion du tourisme sera repris par l'agglomération à partir donc, du 1er janvier 2017, qu'une nouvelle structure va être mise en place qui gérera l'ensemble des prestations touristiques et en particulier celle de l'agglomération. Et donc il y aura un besoin d'un office de tourisme intercommunal qui sera donc probablement dans les mêmes murs que voilà, les salariés qui veulent repartir dans cette nouvelle office de tourisme candidateront quand la nouvelle organisation, le nouvel organisme embauchera. Et puis, je pense que les salariés ont une belle carte de visite, et alors sans qu'ils soient privilégiés, mais en tout cas, ça sera des atouts importants pour retourner dans une structure qui pourra fonctionner, je pense, quasiment à l'identique, donc avec un besoin en effectif sensiblement identique à celui de l'actuel office de tourisme. Donc voilà, je crois qu'il y a bon espoir pour les salariés. J'espère franchement pour eux qu'ils puissent être repris pour l'intégralité, au moins le plus possible. Et en tout cas, je peux rassurer les verrouillés parce que j'entends tout et n'importe quoi, je lis des tas de choses sur les réseaux sociaux. Il y aura un office de tourisme intercommunal qui sera sur la ville de Bourges, sans doute dans le même lieu qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, les choses ont changé un peu de portage, mais pas de fonctionnement. Une question de Thierry. Qu'avez-vous convenu samedi dernier pour l'avenir du TGV à Bourges ? Si ça n'était que de nous aurions pris la décision du tracé ouest, bien évidemment. Ce n'était pas l'objet, donc l'Assemblée générale extraordinaire donc, de l'association TGV Grand Centre Auvergne. La divergence reste toujours sur le type de tracé, comme je vous disais. Vous vous rappelez qu'après des grandes réunions publiques qui ont eu lieu pendant 2 ans, à l'époque, la majorité des collectivités concernées étaient favorables au tracé ouest. Entre-temps, il y a eu les élections, et puis les gens ont changé, et puis des options ont changé par rapport à cette avant-élection, donc ce qui a mis un peu le point de décision en stand-by et tout au moins reporté. Entre-temps, il y a eu des contre-expertises qui ont démontré que les éléments, les arguments qui ont été mis en place pour le tracé médian tombaient, parce qu'il y a des tas de choses qui avaient été oubliées. Donc on se trouve sur des projets aujourd'hui similaires. Il y a encore des partisans du tracé médian. Donc, mais on voit que la discussion a repris. Notamment, j'ai souvenir que
des élus de Nevers sont favorables à reprendre les discussions de manière à ce qu'on trouve un bon compromis, parce que c'est vrai que si on continue comme ça sur une non-décision, je dirais, ou accord des élus sur l'un ou l'autre de projet, eh ben, le risque c'est qu'on n'ait plus du tout de projet, auquel cas tout le monde aura gagné. Donc voilà, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est la vraie volonté des élus concernés de reprendre la discussion pour trouver un terrain d'entente. Et une fois que ce terrain d'entente sera trouvé, il sera plus facile pour l'État de prendre une décision, de lancer d'ailleurs les préétudes de faisabilité, de manière à ce qu'on ait le TGV. Alors, ça ne sera pas tout de suite, hein, c'est 2030, 2035, mais voilà, c'est loin, mais c'est court à la fois. La question suivante est posée par Julien. Quand est-il prévu que vous vous occupiez des trottoirs du Val-d'Oron qui sont dans un état lamentable ? Parler du Val-d'Oron, il n'y a pas qu'au Val-d'Oron. Partout dans chacun des quartiers où nous déplaçons, soit à travers les Barnums, soit les rencontres pour Bourges, soit par des réactions d'habitants dans les quartiers, tous les trottoirs sont en mauvais état. Je crois qu'il faut relativiser. C'est vrai que je suis assez d'accord avec vous qu'il y a certains trottoirs qui seraient à refaire. Nous faisons des travaux de réflexion tous les ans, mais par contre il faut du temps, hein, ça coûte cher aussi. Et puis nous avons, je dis souvent, 250 km environ de voirie à Bourges, ce qui fait à peu près la distance entre Paris et Bourges. Donc à peu près 500 km de trottoir. Voilà, donc 500 km, il faut du temps pour faire. Donc on essaie chaque année d'abord de privilégier les secteurs les plus passagers, hein, notamment sur le quartier du Val-d'Oron. Je me souviens qu'en 2013, les secteurs qui menaient aux écoles avaient été refaits, hein, dans tout le quartier Éric Labonne et Pablo Picasso, et puis les rues adjacentes. Voilà, il faut qu'on fasse chaque année des travaux dans ce sens-là. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Là, il y a, en fonction des budgets aussi, les budgets sont limités, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Donc il y a tout un programme qui est vu chaque année et on inscrit effectivement soit suite à des demandes qui nous sont formulées, soit suite à un constat des services techniques, une partie d'enrober sur les trottoirs qui le nécessitent en priorité. Alors une question de Léon. Après le dernier accident de la semaine passée, que faites-vous pour la sécurité des cyclistes en ville ? Oui, je pense que vous parlez du malheureux accident qui a eu lieu au giratoire des Monuments aux Morts, au Verdun. Vous savez, on fait beaucoup de choses, mais à la fois pas assez. J'en suis convaincu. Vous avez pu voir depuis quelques temps, enfin depuis quelques années, puis nous avons poursuivi depuis le début du mandat que nous aménageons des espaces cyclables, hein, alors qui ne satisfait pas tout le monde, parce que évidemment les cyclistes voudraient avoir toutes les rues à eux seulement, en oubliant que parfois ils conduisent en voiture, mais ça ils l'oublient malheureusement. Donc voilà, c'est la difficulté de partager les voiries avec les différents modes de déplacement. Donc les aménagements que nous avons menés jusqu'à aujourd'hui, je pense au boulevard Foch, je pense au cours Anatole France, je pense au boulevard Gambetta, est fait pour à la fois réduire les vitesses des voitures et aménager des espaces cyclables sécurisés le plus possible pour les vélos. Alors évidemment, on n'a pas parcouru encore toute la ville, donc progressivement, nous faisons ces aménagements. Il faut un peu du temps, il faut mesurer les impacts, il faut concerter, essayer de trouver les meilleures solutions, qu'il n'y a jamais de solution idéale. Et puis, voilà, les giratoires, ce sont des points de danger, bien évidemment. Donc, j'ai vu qu'il y avait des propositions qui étaient faites pour matérialiser au sol donc, des zones spécifiques pour les cyclistes. Tout ça n'empêchera pas les accidents, bien évidemment, mais en tout cas, il faut qu'on continue à faire en sorte de partager les espaces de manière à ce que chacun, avec son moyen de déplacement, puisse accepter de vivre ensemble et tolérer qu'on peut être différent dans les modes de déplacement. Une question de Julien. Quand sera réalisé le contournement de Saint-Germain-du-Puy ? Cela permettra enfin de désengorger la route de la Charité et le bourg de Saint-Germain. Écoutez, ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Il y a eu des réflexions et des propositions qui ont été faites dans le cadre du contrat de plan État-région et contrat de plan État et puis contrat de plan région-agglomération.
Aujourd'hui, il a été privilégié dans ce que nous avions proposé, la fin de la rocade, hein, donc les travaux qui ont démarré il y a quelques semaines sur la commune de Saint-Loup-de-Char. Et en conséquence de quoi, effectivement, le contournement de Saint-Germain-du-Puy n'est pas aujourd'hui d'actualité. La question suivante est posée par Tristan. En 2014, l'encours de la dette de la ville de Bourges s'est élevé à 142 millions d'euros, en augmentation d'année en année, soit 2073 euros par habitant. La moyenne nationale pour des villes de même taille était de 1444 euros par habitant. Ne trouvez-vous pas la situation préoccupante? Est-ce encore aux ménages de mettre la main au portefeuille? Alors, à votre question, est-ce que je trouve la situation préoccupante? Oui. Alors, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne suivez pas l'actualité, parce que c'est quand même le sujet numéro 1 que nous devons traiter à la ville de Bourges. Alors, je reviendrai sur la dette tout à l'heure, mais je parle plutôt de la situation financière de la ville. D'abord, nous avons fait une réunion publique l'an dernier, cette année, au mois de janvier. Je suis déjà sur l'année prochaine. Au mois de janvier l'an dernier, pour montrer à l'ensemble des verrouillés qui le souhaitaient la situation financière de la ville en toute transparence. Nous allons d'ailleurs refaire la même séance au mois de janvier 2017, je crois que c'est le 31 janvier de mémoire, donc lieu et heure à définir, pour montrer en fait que la situation s'est améliorée grâce à l'effort collectif de tous, hein, de tous les acteurs, à la fois effectivement des verrouillés, mais aussi à l'ensemble des élus et des services. Mais tout n'est pas gagné, il reste encore beaucoup à faire. En tout cas, vous le verrez si vous êtes présent, que la situation, les perspectives jusqu'à 2020 montrent qu'on est plutôt sur la bonne pente, mais il reste encore beaucoup à faire. Sur la dette, il faut être très précis. Et je disais à un journaliste qui m'interrogeait il y a quelques semaines, quand il a fait un article dans le Berry Républicain, quand on parle de dette, il faut comparer les choses comparables. Évidemment, la dette est importante, je ne peux pas le nier. Si elle n'existait pas, nous serions moins en difficulté. Mais ce n'est pas le problème de la dette qui est important, c'est la capacité à rembourser la dette. C'est comme dans un ménage. Être endetté, ce n'est pas très grave, si vous avez la capacité financière de pouvoir la rembourser, cette dette. Et là, sans être trop technique, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, la marge brute. C'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Et c'est ça absolument sur lequel il faut travailler, parce que c'est avec ça qu'on rembourse la dette. Et puis le deuxième élément, c'est la durée qui permet de rembourser la dette. Ça, c'est le deuxième, ce qu'on appelle la solvabilité. C'est ça qui est important. Et on était en début de mandat sur une solvabilité qui, normalement, doit être inférieure à 15 ans, qui dépassait 20 ans. Voilà. Donc, on est plutôt sur quelque chose, on va dire, de tendance acceptable. Pourquoi il faut comparer les choses comparables? Quand on compare des dettes sur des villes de strates identiques, il faut connaître quel est aussi l'endettement des agglomérations dans lesquelles se trouve la ville. La particularité de la ville de Bourges aujourd'hui, c'est qu'on a un endettement qui joue la corde est relativement fort, mais qu'on a une agglomération qui a un endettement anormalement bas. C'est-à-dire là où on doit, comme je vous le disais tout à l'heure, être en capacité de rembourser la dette sous 15 ans, sachez que Bourges Plus a une capacité de remboursement de la dette inférieure à 2 ans. Et tout ceci explique la situation de la ville de Bourges. C'est-à-dire que si l'agglomération à l'époque, ça a été des choix différents et je ne discute pas, je ne veux pas refaire l'histoire, ça ne sert à rien, avait décidé de supporter des gros investissements. J'entends l'amélioration du centre nautique, j'entends le palais des sports, j'entends le conservatoire de musique et de danse, entre autres, qui sont des infrastructures d'intérêt communautaire, hein, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas que les berruyers qui utilisent ces infrastructures. L'endettement se serait porté un peu plus sur l'agglomération et donc un peu moins sur la ville, et donc on ne se situerait pas dans la même situation. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle d'endettement de la ville, il faut repositionner ça par rapport à l'endettement de l'agglomération dans laquelle se trouve la commune, et puis regarder aussi les compétences qu'ont ces agglomérations les unes par rapport aux autres. Donc il faut vraiment comparer les choses comparables. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on parle d'un endettement par habitant pour une commune. Regardons dans quel contexte il se trouve par rapport à l'agglomération. Quel est l'endettement de l'agglomération? Et ramenons l'endettement de l'agglomération à l'ensemble des habitants. Et c'est ça qui fera la différence. Alors la question suivante nous vient de Dolores. Savez-vous si de nouvelles boutiques vont bientôt ouvrir à Avaricom
Et si oui, lesquels? Alors il y en a une effectivement qui va ouvrir très bientôt, alors il y en aura peut-être d'autres derrière, ça s'appelle l'enseigne La Mesure, hein, qui est une épicerie qui vend en vrac. Hein, donc c'est un peu nouveau sur notre territoire, hein, on trouve ça un peu dans les magasins bio, mais un peu plus je crois que sur Orléans, ça s'est développé sur les grandes villes. Donc voilà, là, dans quelques jours, ou c'est peut-être d'ailleurs ouvert, hein, cette épicerie est ouverte et il reste encore quelques cellules. Mais quand on fait le bilan aujourd'hui du centre Avaricom, je me remémore 2 ans en arrière où on me disait il n'y aura jamais assez de magasins, jamais on arrivera à remplir. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous savez, les détracteurs du moment sur les projets s'aperçoivent, quand on est un peu patient, que leurs arguments ne tiennent pas. Et je me félicite que ce centre Avaricom fonctionne, d'abord soit bien rempli et d'autre part fonctionne très bien. Et ne font pas, contrairement à ce qu'on dit, ne mettent pas en péril les autres magasins du centre-ville. Au contraire, ils les ont non seulement pérennisés, mais dynamisés. La question suivante est posée par Karim. Pouvez-vous nous décrire le futur BHNS de Bourges? Bus électrique, type tramway, quel quartier desservira-t-il? Merci. Bon, je vais vous dire, c'est un petit peu trop tôt pour répondre à ces questions. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que ça ne sera pas un tramway, un bus à haut niveau de service. Finalement, c'est un bus, on va dire, un peu classique, normal. Je n'ose pas trop utiliser le qualificatif normal, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Un bus donc sur roues, dont la plupart du temps on essaie de faire en sorte de leur octroyer des voies dédiées, hein, ce qui leur permet non pas d'aller plus vite, mais d'assurer une fréquence plus importante, une régularité dans les passages sur les arrêts, et qui, sur le projet qu'on imagine aujourd'hui, desservirait essentiellement, traverserait du nord au sud la ville de Bourges. Bon, le tracé n'est encore pas complètement arrêté, puisqu'en fait, c'est aujourd'hui le tracé de la ligne 1 à peu près, et c'est la ligne 1 la plus fréquentée. Donc voilà schématiquement où on en est aujourd'hui, mais nous sommes vraiment sur des pré-réflexions. En tout cas, il n'y aura qu'une ligne de BHNS. Hein. La question s'est posée de savoir s'il en fallait 2. Là, nous avons décidé en comité syndical qu'il n'y aurait qu'une ligne de BHNS. Maintenant, reste à définir les contours plus précisément. C'est un investissement très très lourd, hein, qui porte essentiellement sur des travaux d'espace urbain en fait, hein, puisqu'il faut aménager effectivement ces couloirs dédiés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on voit que sur Bourges en particulier, dans certains cas, il y a de la place. Si on prend l'avenue Charles de Gaulle, typiquement, il y a de la place. Par contre, dès qu'on arrive, par exemple, boulevard Juranville, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, nous avancerons sur ce projet. Et puis, dès qu'on aura suffisamment avancé, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer où nous en sommes. Oui, la prochaine question nous vient d'Alexandra, plutôt une remarque. Nous sommes dans le nouveau lotissement des jardins du Val-de-Ron depuis 2013, une rue qui n'est pas terminée. Les bouches d'égout ressortent, différence importante pour rentrer en voiture chez nous. Je trouve cela anormal. Oui, vous avez raison, c'est anormal. Donc, j'ai tendance à dire, enfin, les premières tranches sont rentrées dans le domaine public, hein, ce qui est assez récent. Hein. Ça fait très longtemps que les habitants de ce quartier nous interpellaient sur le fait que l'éclairage public l'éclairage qui n'était pas public, en fait, l'éclairage de rue était coupé à 23h et était rallumé que le lendemain finalement. Donc il y avait des problèmes de sécurité, il y avait aussi des problèmes d'aménagement. Maintenant, sur les lots qui sont dans le domaine public, c'est sous notre responsabilité. Donc s'il y a des difficultés de ce type-là, n'hésitez pas, à solliciter notre service Castor que j'évoquais tout à l'heure, et on me communique devant moi le numéro de téléphone, numéro vert, que je ne connais pas par cœur. Donc si vous voulez bien le noter, le 0805 85 78 85. Je répète, 0805 85 78 85. Voilà, numéro que vous allez trouver aussi sur le site internet de la ville. Et n'hésitez pas, s'il y a ces problèmes-là, de contacter ce numéro vert. Et donc les équipes municipales iront sur place, ou les équipes de l'agglomération, s'il s'agit d'eau usée, pour réparer ou mettre en conformité ce qui ne va pas dans votre quartier. Une demande exprimée par Jimmy. Il faut des surveillances et des verbalisations car beaucoup se garent mal ou ne payent pas de ticket à l'horodateur, tandis que, comme moi,
que moi, comme certains, payons. Pardon. C'est intéressant ce que vous me dites parce que vous savez, je suis les réseaux sociaux et je lisais hier ou avant-hier un commerçant qui était vent debout sur le fait qu'il fallait payer les parcs-mètres. Parce que du fait qu'il fallait payer les parcs-mètres, il voyait moins de clients. Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, je crois que c'est un vrai amalgame. On mélangeait ça avec comment on appelle ça, la vidéo-verbalisation, alors que on dit que la vidéo-verbalisation va permettre de verbaliser davantage, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'alléger les charges des agents de surveillance de la voie publique, de manière à pouvoir les affecter dans d'autres secteurs. Donc ne faisons pas d'amalgame. Par contre, nous avons un vrai problème aujourd'hui sur la ville de Bourges, c'est que nos parcs-mètres sont souvent en panne. Et nous allons devoir d'ailleurs les changer parce que la réglementation nous oblige pour une autre raison. Donc nous allons lancer un investissement à la fois sur 2017 et 2018 pour changer tous nos horodateurs. Alors en espérant évidemment d'avoir des nouveaux modes de paiement. Vous savez, là, on est un peu aussi un ringard dans le domaine avec les pièces. Donc maintenant on a des modes de paiement, soit avec les téléphones, soit avec des cartes rechargées, enfin soit tout type de paiement. Donc ça sera une vraie opportunité de changement. Et puis en plus ça nous permettra aussi une chose, c'est que du fait que nos horodateurs sont en panne, on diminue considérablement nos recettes. Les gens finissent par plus payer et vous savez, par les temps qui courent, diminuer nos recettes, ça ne va pas dans le bon sens. Alors c'est au tour d'Estelle de poser sa question. Depuis le début de votre mandat, tout a été revu à la baisse. Dans mon environnement professionnel, de nouveaux berruyers arrivés récemment ont le sentiment de vivre dans une ville pauvre. Moi qui ai connu l'embellie de la ville sous les mandats de Serge Lepelletier, je suis triste de la voir décliner. Peut-on espérer un revirement sur la fin de votre mandat ? Ne me parlez pas d'économie, elles alimentent le déclin qui fait fuir les habitants et baisser les subventions. Je ne partage absolument pas votre avis et votre argumentation qui ne tient pas une minute. On aurait l'occasion, j'aimerais bien l'occasion d'en discuter en tête à tête et pas à travers cette caméra, parce que je vous apporterai des arguments, j'aurai plus le temps de vous apporter des arguments. Certes, beaucoup de choses ont été faites et bien faites depuis 1995, quand Serge Lepelletier était maire, et ça, je crois qu'on ne peut pas lui enlever. La ville s'est complètement transformée. Il faut dire qu'on partait de loin, bien évidemment. Maintenant, aujourd'hui, c'est votre vision des choses. Vous voyez, je ne sais pas si vous suiviez le chat depuis tout à l'heure, mais il y a un Montluçonnais qui a dit le contraire de ce que vous disiez, qu'on a une belle ville. Bon, d'accord, il y a la rue Barbès à refaire les enrobés, mais que nous avons une belle ville. Et si vous avez par curiosité l'occasion de voir des touristes, de parler avec eux, de discuter avec des gens qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas forcément, d'une façon objective, cette même vision. Ceci étant, je ne peux pas non plus ne pas vous parler d'économie, mais faire des économies, ça ne veut pas dire ne pas continuer à investir dans la ville. La preuve, c'est que nous faisons des économies sur le fonctionnement et nous continuons à investir. Bon, ça c'est très important. Nous allons investir sur la Maison de la Culture. Nous allons avoir 2 beaux projets qui seront portés par l'agglomération, un centre de congrès et un centre ludique aquatique et de bien-être. Donc nous continuons à investir. D'abord pour améliorer notre territoire, dans l'usage que peuvent en avoir nos habitants, pour participer à l'attractivité de nos territoires, pour donner du travail à nos entreprises locales. Donc ne dites pas qu'on ne fait rien. Quand nous refaisons, je pense, alors c'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais nous refaisons la rue de Lasnais. Ça fait combien d'années qu'on attend la réfection de la rue de Lasnais ? Bon, nous l'avons fait. Donc voilà, ne voyez pas les choses, quand vous avez un verre qui est rempli à moitié, ne voyez pas que le verre à moitié vide, il y a le verre à moitié plein. Moi je trouve qu'on a des beaux projets, on continue à en avoir. Nous sommes sur la réfection des Nuits Lumière en numérique, donc nous avons encore plein de projets, nous continuons à investir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas économiser par ailleurs sur le fonctionnement, parce que c'est ça qui nous coûte cher aujourd'hui. Et je ne veux pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, si on diminue nos charges de fonctionnement avec des recettes identiques, et Dieu sait que nos recettes ont diminué suite aux décisions gouvernementales socialistes, nous dégageons on va dire de l'autofinancement. C'est avec cet autofinancement que nous pouvons rembourser la dette et investir encore davantage. Alors, la question suivante nous vient de Samia,
Quelle est votre ambition pour l'aéroport ? Je suppose que ce n'est pas le quartier de l'aéroport, c'est l'aéroport à proprement parler. Écoutez, tout simplement qu'il fonctionne beaucoup mieux qu'il fonctionne aujourd'hui. Vous avez pu suivre peut-être l'actualité, donc nous allons confier en délégation en affermage la gestion de l'aéroport à la société SNC Lavalin. Nous attendons beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous engage, si vous voulez avoir un peu plus de détails, à vous rendre sur le site internet de l'agglomération et vous verrez la délibération qui a été présentée au conseil communautaire de lundi. Ça vous donnera beaucoup plus de détails. Et c'est simplement de mener des actions de manière à ce que notre aéroport soit mieux et davantage utilisé. Aujourd'hui, si on enlève les usages de l'aéroclub, l'utilisation, on va dire, à titre professionnel de l'aéroport est insuffisant. Alors pour ça, il faut mener des actions. Déjà, savoir bien recevoir les pilotes, avoir une salle de détente, avoir des sanitaires dignes de ce nom, avoir des douches, avoir une capacité. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand un pilote qui veut faire le plein de son avion, il va donc à une pompe à carburant. Mais s'il n'a pas la carte BP, excusez-moi, je fais de la publicité, il ne peut pas faire le plein. Il ne peut pas faire le plein avec sa carte bleue ou sa carte Visa. Donc ça, c'est un handicap. Et quand un pilote veut faire son plan de vol, il regarde tous ces détails. Et effectivement, il y a probablement des avions qui pourraient se poser à Bourges qui s'arrêtent ailleurs parce que le service n'est pas rendu. Donc il faut dynamiser davantage cet aéroport de manière à ce qu'il y ait plus de fréquentation, plus de possibilités de trafic. Et plus il y aura de trafic, plus notre territoire sera attractif, plus on aura des chances que des sociétés viennent s'implanter sur notre territoire et plus ces actions développeront l'emploi. Donc vous voyez, tout ça a un lien. Le développement d'un aéroport joue beaucoup sur le développement économique, donc finalement sur l'emploi. Alors, Benjamin vous pose la question suivante. Existe-t-il des échanges gratuits possibles entre Bourges et les villes jumelées pour travailler dans une association, une entreprise ou la mairie de ces mêmes villes et ainsi s'enrichir humainement et professionnellement ? Nous avons des échanges avec les villes jumelles, pas suffisamment à mon goût, parce qu'en fait, il y a des villes qui sont jumelées avec Bourges, pour lesquelles on n'a pas coupé les ponts. Le temps fait que les personnes changent et des fois tout ça tient à des personnes. Alors nous avons par contre des relations très fortes avec Augsbourg. Je vais me rendre en Allemagne l'année prochaine, oui tout à fait, au mois de mai pour fêter le 50e anniversaire du jumelage avec Bourges. Donc nous sommes beaucoup attendus. Maintenant, dès lors qu'on peut être sollicité par des habitants berruyers pour créer des liens peut-être professionnels ou de stage avec ces communes, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense on le fait dans les deux sens. Nous pouvons appuyer une candidature. Nous avons une très bonne relation avec nos villes jumelles. Donc n'hésitez pas à le faire, nous solliciter et nous mettrons tout ce qui est en notre possession pour vous aider sur le sujet. La question suivante est posée par Isabelle. Pourquoi le matin, les illuminations de Noël ne sont pas allumées, surtout qu'il fait nuit ? Surtout quand il fait nuit, oui. Donc là, nous avons des horaires d'éclairage des illuminations. On reprend les mêmes horaires que les autres années. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Même si on est sur des on va dire des ampoules LED maintenant, quasiment toutes nos illuminations sont sous ampoules LED. Et même si quelque part le coût des illuminations en termes de coût de fonctionnement est relativement faible, on fait attention effectivement à ne pas allumer trop longtemps ces illuminations. À moi, ma connaissance, mais je crois que ce que vous me dites, c'est que normalement, sur les périodes de début de journée, à certains jours des périodes de fête, je pense les horaires ne sont pas les mêmes pour le 31 décembre que ça l'est aussi pour le 25 décembre. Les illuminations seront allumées toute la nuit. Mais voilà, donc c'est sur des choix, je dirais aussi d'économie de fonctionnement. Nous décidons de ne pas allumer les illuminations toute la nuit, tous les jours de période de fête, mais en ciblant 24, 25 décembre et 31 décembre. Une intervention de Sophie. Des hommes, des femmes et des enfants dorment tous les soirs dans nos rues, faute de place dans les foyers et associations, alors que la ville a une multitude de lots Covid.
Et la ville ne trouve rien de mieux à faire que de former ses services au nouveau mode de contravention d'une place de stationnement impayée et d'armer ses forces de l'ordre. Oui, et la question ? Il n'y a pas de question. Bon, alors, écoutez, donc s'il n'y a pas de question, je vais y répondre. Je crois que vous faites un amalgame. Vous faites un amalgame entre le fait de travailler et d'investir et de mettre des actions dans le cadre de la prévention, sécurité des biens et des personnes. Je rappelle que c'est un des éléments majeurs de notre programme électoral des municipales, qui sont le résultat des échanges que nous avons eus avec la population berruyère. Le deuxième sujet étant l'emploi. Nous avons mené autant d'actions sur ce sujet-là. Donc c'est une attente des berruyers, donc nous mettons en place les actions. Maintenant, sur les malheureux, effectivement, aujourd'hui, qui ne sont pas logés, on peut effectivement que le regretter. Il y a effectivement des associations qui existent pour héberger des personnes qui sont en difficulté. Hein. Maintenant, les murs ne sont pas extensibles, malheureusement. On souhaiterait qu'il n'y ait personne dans les rues, hein, c'est bien clair. Et puis, par rapport à ça, il y a aussi un certain nombre de conditions de logement, notamment, je pense, chez les bailleurs sociaux, pour pouvoir mettre à disposition ces logements, puisque derrière, il ne s'agit pas de ne faire qu'assister les personnes concernées, mais c'est aussi les accompagner, parce que derrière, il ne faut pas considérer comme un acquis d'avoir un toit sur la tête. Hein. Ça nécessite parfois un loyer, payer des charges. Donc il y a tout cet accompagnement. En tout cas, il y a un gros travail des associations, et je pense notamment à l'association Saint-François qui travaille beaucoup dans ce sujet avec le 115 pour trouver des solutions à ces personnes qui se trouvent malheureusement dans la rue, parfois suite à un accident de la vie. Et j'ai rencontré il y a quelque temps des gens qui font la maraude. Et je vous assure qu'ils font un très très gros travail de réconfort, de placement quand ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que dès lors qu'il y a une ou deux personnes dans la rue, c'est de toute manière trop. Donc nous soutenons ces associations, bien évidemment, d'un point de vue organisationnel et parfois financier. Nous devons poursuivre, mais surtout, s'il vous plaît, ne faites pas l'amalgame entre le fait qu'il faut renforcer la sécurité des biens et des personnes et puis le fait que les gens soient dans la rue, parce que les gens qui sont aussi dans la rue ont besoin aussi qu'on les sécurise. Hein, donc c'est ça qui est important. Tristan pose la question suivante. Sur un autre sujet financier, les taxes liées au logement, foncière et habitation, ne cessent d'augmenter. Des gens et familles commencent à penser à quitter la ville de Bourges car ne peuvent plus assumer ces charges. D'autres ne s'imaginent pas habiter Bourges en partie pour ces raisons. Réalisez-vous ce problème qui peut nuire dangereusement à la ville ainsi que provoquer un effet boule de neige sur les communes environnantes? Déplacement de population, augmentation des charges pour les villes en croissance démographique. Alors, je voudrais déjà noter quelques points sur le sujet. D'abord, le constat, c'est que la population de Bourges augmente à nouveau. Ça, c'est le premier point. Donc, ça signifie qu'il y a une attractivité de notre territoire. Alors, je ne pense pas que les gens viennent parce que les taxes sont importantes. Ils viennent sans doute pour d'autres raisons. Parce que ces d'autres raisons, c'est des services. Et ces services ont un coût, de toute manière. Donc, il est normal qu'on les paye d'une manière ou d'une autre. Quand on regarde le constat de la répartition des populations, notamment des populations qui ont quitté, je me remets à les 10 ans en arrière, grosso modo, qui ont quitté Bourges, elles ne se sont pas implantées forcément toutes sur l'agglomération. Elles ont pu partir aussi du secteur. Alors on ne peut pas s'en satisfaire, ça veut dire quelque part que notre territoire, de façon globale, n'est plus suffisamment attractif. Sur les taxes locales, elles sont aujourd'hui élevées, dès lors qu'on les paye, forcément elles sont élevées. Quand on regarde les résultats de l'audit financier que nous avons dépêché l'an dernier, l'année dernière effectivement avec des résultats qui sont sortis au début de l'année, on n'est pas forcément dans une strate qui a je dirais des taux très élevés. Mais une fois encore, comme je disais tout à l'heure sur l'endettement, regardons aussi les autres taxes qui sont dues à l'agglomération. Parce que vous pouvez avoir effectivement des villes qui ont des taxes plus faibles, mais voir apparaître des taxes sur leur agglomération, ce qui n'est pas le cas de notre agglomération. Hein, donc quand on veut comparer des taxes, des taux, comparant les choses comparables. Après, nous avons décidé donc, au dernier conseil municipal une chose, c'est diminuer les taxes d'aménagement. Taxes d'aménagement, c'est ce qui est dû
dès lors que quelqu'un veut construire, on va dire, une maison sur le territoire de Bourges. Et ces taxes sont très importantes, enfin trop importantes en tout cas, dans leur taux. Nous avons décidé de diminuer ces taux-là. Nous allons travailler aussi avec l'agglomération. Le travail a été initié pour diminuer aussi les taxes de raccordement, qui sont aussi, je trouve, assez élevées, les taxes de raccordement sur l'eau ou sur l'assainissement. Voir comment on peut diminuer ces taxes-là. Parce que c'est ça aussi qui fait que quand vous voulez, par exemple, vous implantez, vous avez un terrain, vous achetez le terrain, vous déjà mettre une maison dessus et vous commencez à faire un gros chèque avant même que vous ayez donné le premier coup de pelle sur votre terrain, ça peut un peu refroidir. Donc nous devons travailler aussi là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire, c'est que oui, il faut payer les taxes. Oui, dès qu'on a payé les taxes, c'est forcément trop cher. Mais on se trouve aussi par moment dans l'obligation, c'était notre cas, d'augmenter les taux. J'ai cru comprendre que d'autres collectivités allaient le faire aussi prochainement, malheureusement. Et je crois qu'aujourd'hui, un élu qui prend cette décision-là, il ne le fait pas par plaisir et par simplicité. Nous, si nous avons été contraints de le faire, c'est que nous avons mené aussi avant, et nous continuons à mener des axes d'économie. Une fois encore, pour diminuer pour augmenter notre autofinancement, notre marge brute, nous devons soit augmenter les recettes, soit diminuer les dépenses, soit les deux. Aujourd'hui, donc, nous avons augmenté les recettes en augmentant les taux, c'est clair. Nous ne les augmenterons pas d'ici la fin du mandat. En tout cas, maintenant, il nous reste à diminuer nos coûts de fonctionnement, et c'est là-dessus que nous mettons l'accélérateur, de manière à ce qu'à d'ici la fin du mandat, nous soyons dans une situation, on va dire, un peu plus confortable. La question suivante vient de Guy. Où en est votre projet de jardin partagé dans la ville ? Alors, nous avons identifié le lieu sur le Val de Ron. Maintenant, j'en ai parlé récemment, la vice-présidente qui est en charge, donc le conseil de quartier du Val de Ron, donc reste à trouver des volontaires pour créer une association, parce qu'un jardin partagé ne fonctionne que si une association pour la faire tourner. C'est le cas de la Cité Jardin à l'aéroport. Donc les choses sont en train de se faire, le lieu donc est donc arrêté. Et nous avons aussi, dans le quartier des Gipjons, identifié donc, récemment, il y a quelques semaines, un lieu pour réaliser un jardin partagé. Là aussi, même sujet, il va falloir créer une association qui permette de faire vivre ce jardin partagé. Donc voilà, nous essaimons petit à petit, et là je compte beaucoup sur les conseils de quartier justement pour déployer ce type de jardin partagé, et puis le faire avec eux en fonction de leur connaissance du terrain, de l'intérêt que peuvent avoir les habitants à s'impliquer, à s'engager dans le fonctionnement d'un jardin partagé pour pouvoir essaimer donc, dans le temps plusieurs jardins partagés. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. C'est un lieu d'échange, un lieu de lien social, au-delà d'un lieu de culture, on va dire. Mais c'est vraiment des lieux qui me semblent très importants à déployer dans nos quartiers. Alors, la dernière question nous vient de Géraldine. Que pensez-vous de la nouvelle galerie commerciale de Carrefour ? Écoutez, pour tout vous dire, je n'y suis pas allé, donc je ne peux pas vous en parler. Donc j'en dirai ni du bien ni du mal, puisque je ne connais pas. Si votre question derrière, c'est de dire est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce qu'on ne va pas encore tuer les commerces de centre-ville ? Parce que je suppose que c'est ça qu'il y a derrière. Sincèrement, je ne le pense pas, parce que je suis intimement convaincu que les galeries commerciales autour de centres commerciaux comme celui de Carrefour s'adressent à un certain public, à une certaine clientèle. Et ce ne sont pas forcément les mêmes clients qui vont en centre-ville. D'ailleurs, on trouve parfois les mêmes boutiques de part et d'autre, mais parfois des boutiques complètement différentes. Donc je crois que si j'avais acheté un pull, alors je ne sais pas s'il y a un marchand de pull dans la galerie Carrefour, très honnêtement, mais peut-être que j'ai envie d'acheter un pull, je n'irai pas à Carrefour dans la galerie marchande pour aller acheter mon pull. Je préfère aller dans un magasin de centre-ville. Par contre, dès lors que j'aurai envie de faire mes grosses courses, comme on dit, avec mon caddie, forcément quand je vais sortir, si j'ai une pharmacie, je vais acheter mes médicaments ici. Si je flâne devant les boutiques et je trouve quelque chose à mon goût, je m'arrêterai dans ce magasin. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc je pense que il est faux d'opposer les commerces de centre-ville, les commerces de périphérie. Je pense qu'il y a de la place pour personne, puisqu'on n'adresse pas la même population.
Alors maintenant, vous m'engagez peut-être à aller voir la galerie commerciale de Carrefour. Mais écoutez, comme je veux prendre quelques jours de vacances très prochainement, je vous promets que j'irai faire un petit tour. Et si vous me reposez la question le chat prochain, eh ben, je vous donnerai mon avis. On m'a dit qu'il restait 5 minutes, il y a 2 minutes, donc il me reste 3 minutes. Et il est temps de prendre encore une autre question. Alors, la question suivante nous vient de Rudy. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions sont accueillis les migrants ? Oui, alors la venue des migrants donc, sur notre territoire est très... Alors, quand je dis le territoire, c'est le département et la ville de Bourges en particulier, sachant qu'il y a des migrants qui ont été reçus à Vierzon puis d'autres à Saint-Amand, sont régis par les services de l'État, par la préfecture. S'agissant, moi j'étais très clair avec Madame la préfète depuis le début. Si je conçois très bien que des migrants puissent fuir leur pays, notamment quand on voit ce qui se passe en Syrie, on le comprend encore davantage. Quitter une misère, quitter un pays qui peut être oppressif, ça je peux le comprendre. Donc la France est une terre d'accueil, c'est le pays des droits de l'homme, et donc ça paraît naturel qu'on puisse recueillir ceux qui sont en difficulté. C'est une question de vie et de mort pour eux. Maintenant, j'ai été très clair sur le sujet, je ne souhaite pas que la prise en charge, on va dire, des migrants coûte un seul centime à la ville de Bourges. L'État ne peut pas à la fois réduire les dotations générales de fonctionnement dans les collectivités d'une façon drastique et non concertée, et en même temps demander aux collectivités de leur faire encore plus. C'est pour ça que j'étais très ferme sur le sujet, et qu'aujourd'hui, si nous recevons des migrants chez les bailleurs sociaux, hein, que ce soit à l'office départemental ou à Bourges Habitat ou Jacques Coeur Habitat, il faut d'en face de toute façon que ça ne coûte rien à la collectivité et rien aux bailleurs sociaux. Maintenant, il y a des étapes. Quand un migrant arrive, il passe par plusieurs étapes qui sont gérées par l'État, notamment au niveau des demandes d'asile. Donc ça ne concerne pas la collectivité. Hein. Nous sommes pas là pour ça. Nous abondons toujours, je dirais, en subvention les associations qui recueillent les gens en difficulté. Alors pas spécifiquement pour les migrants, mais en tout cas celles qui sont là aujourd'hui sur le territoire français, qui participent à l'intégration des migrants sur notre territoire. Mais voilà, tout ça se fait d'une façon très ordonnée. J'ai toujours mis les freins sur le nombre de migrants à recevoir, c'est-à-dire qu'en fait, ok pour en recevoir, mais il faut être capable de les gérer, il ne faut pas les mettre non plus en difficulté. Donc voilà, tout ça est regardé de très près. J'avoue très sincèrement que les services de l'État jouent bien le jeu sur ces sujets-là, et à la fois avec le président du conseil départemental et les services de l'État, nous gérons ces vaguelettes d'immigrants sur le territoire, mais une fois encore, voilà, nous avons un cœur. Mais le cœur ne fait pas le tout, il faut aussi avoir les moyens parfois de recevoir ces gens-là, et une fois encore, ce n'est pas les collectivités qui doivent tout faire. Voilà, donc maintenant nous avons dépassé le temps imparti. Merci encore pour toutes vos questions, merci pour ces questions qui sont à chaque fois pertinentes sur des sujets qui sont divers et variés. Merci de nous avoir suivis aussi sur Facebook, hein, c'est la nouveauté depuis la dernière session. Nous retrouvons maintenant l'année prochaine, en 2017, ça sera le mercredi 25 janvier à 19h. En attendant, je vous souhaite véritablement de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos amis, de vos familles, profitez de cette période de repos. N'oubliez pas les personnes isolées, n'oubliez pas les personnes âgées qui peuvent avoir besoin d'une visite ou de passer un moment au moment de ces fêtes alors que vous êtes peut-être en famille. Ces périodes de fêtes, ce sont des vrais moments de solidarité et ça nous permet peut-être aussi d'oublier des fois les difficultés. Pensez aux personnes qui sont malades, peut-être hospitalisées, que ce soit des personnes âgées ou non en l'occurrence. En tout cas, j'ai une pensée toute particulière à notre conseiller municipal qui est hospitalisé en ce moment. Mais passez en tout cas de bonnes fêtes. Je vous dis à l'année prochaine et en attendant, très bonne soirée à vous.